Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous abordons le paragraphe 2 du chapitre sur les séries numériques, consacré aux séries à termes réels positifs. Voyons pour commencer une condition nécessaire et suffisante de convergence. Soit U une suite réelle positive. Notons S indice n la suite de ces sommes partielles. Alors la série de termes générales U indice n est convergente si et seulement si la suite des sommes partielles S indice n est majorée. En voici la démonstration. On suppose pour commencer que la série de termes générales U indice n est convergente. Ceci signifie que la suite des sommes partielles est convergente. On en déduit donc qu'elle est bornée, et en particulier qu'elle est majorée. Réciproquement, supposons la suite des sommes partielles majorées. On a pour tout entier naturel n, S indice n plus 1 moins S indice n égale à U indice n plus 1, qui est positive par hypothèse. Donc la suite des sommes partielles est une suite réelle croissante et majorée. Elle est donc convergente, ce qui signifie que la série de termes générales U indice n est convergente. Voici un premier critère de comparaison. On suppose que U et V sont deux suites à valeur réelle positive et telles qu'à partir d'un certain rang grand N, la suite V est supérieure à la suite U. Et on suppose aussi que la série de termes générales V indice n est convergente. Alors la série de termes générales U indice n est convergente et la somme pour petit n variant de grand N à plus l'infini des U indice n est inférieure ou égale à la somme pour petit n variant de grand N à plus l'infini des V indice n. En voici la démonstration. Notons grand U indice n la suite des sommes partielles de la suite petit u, et grand V indice n celle de la suite petit v. Par hypothèse, la série de termes générales petit v indice n est convergente, donc la suite des grands V indice n est bornée. Donc il existe un réel grand M, tel que pour tout entier petit n, on est grand V indice n inférieur ou égal à grand M. Fixons alors petit n un entier supérieur ou égal à grand N. Grand U indice n est égal à la somme pour k variant de 0 à petit n des petit u indice k. Somme qui se décompose en somme pour k variant de 0 à grand N moins 1 des petit u indice k, plus la somme pour k variant de grand N à petit n des petit u indice k. Mais dans cette deuxième somme, tous les petits u indice k sont inférieurs au petit v indice k, ce qui nous permet d'écrire que grand U indice petit n est inférieur ou égal à la somme pour k variant de 0 à grand N moins 1 des petit u indice k moins petit v indice k plus grand V indice n. Et en tenant compte de la majoration de la suite grand V, grand U indice petit n est inférieur ou égal à la somme pour k variant de 0 à grand N moins 1 des petit u indice k moins petit v indice k plus grand M. Donc la suite des grands U indice n est majorée. Et comme la série de termes générales petit u indice n est à terme réel positif, la proposition précédente nous permet de conclure que cette série est convergente. Voyons un nouveau critère de comparaison. On considère à nouveau deux suites U et V de réels positifs. Cette fois-ci, on suppose que U est dominé par V. Et on suppose que la série de termes générales V indice n est convergente. Alors la série de termes générales U indice n est convergente. En voici la démonstration. Par hypothèse, la suite U est dominée par la suite V. Ceci signifie qu'il existe un rang grand N à partir duquel la suite V ne s'annule pas, et qu'il existe un réel grand M tel que pour tout entier naturel petit n supérieur ou égal à grand N, on est valeur absolue de U indice n sur V indice n inférieur ou égal à grand M. Comme U et V sont à terme positifs, on peut donc écrire que pour tout petit n entier supérieur ou égal à grand N, on a U indice n inférieur ou égal à grand M fois V indice n. Mais on a supposé que la série de termes générales V indice n est convergente. Il en est donc de même de la série de termes générales grand M fois V indice n. Et la proposition précédente permet de conclure que la série de termes générales U indice n est convergente. Voici un troisième critère de convergence. On considère U et V deux suites de réels strictement positifs, tels que U indice n soit équivalente à V indice n, sous-entendu quand n tend vers l'infini, alors les deux séries de termes générales U indice n et V indice n sont de même nature, c'est-à-dire qu'elles sont ou bien toutes les deux convergentes, ou bien toutes les deux divergentes. En voici la démonstration. On suppose que la série de termes générales V indice n converge. Par hypothèse, U et V sont équivalentes. En particulier, U est dominée par V. La proposition précédente permet de conclure que la série de termes générales U indice n est convergente. Je vous rappelle ici une règle de comparaison entre une somme et une intégrale. Supposons que f soit une fonction continue sur R+, à valeur réelle positive, et qu'elle soit décroissante.
alors l'intégrale de 1 à n plus 1 de f de x dx est inférieure ou égale à la somme pour k variant de 1 à n de f de k, elle-même inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à n de f de x dx. Nous pouvons retrouver cette propriété graphiquement. Nous traçons la représentation graphique de la fonction f, nous plaçons les abscisses 1, 2, etc. jusqu'à n et n plus 1, nous traçons un rectangle d'air égal à f de 1, un rectangle d'air égal à f de 2, et on imagine tracer tous les rectangles jusqu'à celui d'air égal à f de n. Toute la zone jaune a une aire égale à la somme pour k variant de 1 à n de f de k. Maintenant, la partie hachurée, qui est comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale n plus 1, a une aire égale à l'intégrale de 1 à n plus 1 de f de x dx. Cette partie hachurée est incluse dans la partie jaune, donc la somme pour k variant de 1 à n de f de k est supérieure ou égale à l'intégrale de 1 à n plus 1 de f de x dx. Pour vérifier l'autre inégalité, on procède de la même façon, mais on trace le rectangle d'air égal à f de 1 entre les abscisses 0 et 1. De même, on trace le rectangle d'air égal à f de 2 entre les abscisses 1 et 2, etc. jusqu'au rectangle d'air égal à f de n. La partie jaune a une aire totale égale à la somme pour k variant de 1 à n des f de k. Maintenant, la partie délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale n qui est hachurée, a une aire égale à l'intégrale de 0 à n de f de x dx. Cette fois-ci, c'est la partie jaune qui est incluse dans la partie hachurée. Donc la somme pour k variant de 1 à n des f de k est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à n de f de x dx. Il pourra vous arriver de tomber sur des fonctions qui ne sont pas continues sur R+ tout entier. Dans ce cas, il faut adapter. Essayons de retrouver la dernière inégalité lorsque la fonction tend vers l'infini en 0. Nous plaçons nos rectangles de la même façon, mais nous ne pouvons plus considérer la partie hachurée allant jusqu'à l'axe des ordonnées. Nous allons laisser de côté le premier rectangle, et nous pourrons écrire que la somme pour k variant de 1 à n des f de k est inférieure ou égale à f de 1 plus l'intégrale de 1 à n de f de x dx. Si l'on doit manipuler une fonction croissante, on aura les inégalités intégrale de 0 à n de f de x dx inférieure ou égale à la somme pour k variant de 1 à n de f de k, elle-même inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n plus 1 de f de x dx. Je vous laisse tracer les graphiques par vous-même pour vérifier ces inégalités. Voyons maintenant les séries de Riemann. Il s'agit simplement de séries de termes générales 1 sur n exposant alpha, où alpha est un réel fixé. On commet souvent des erreurs avec ces séries, alors faites attention de ne pas confondre une série de Riemann, dont le terme général est 1 sur n exposant alpha, où alpha est une constante réelle, avec une série géométrique dont le terme général est 1 sur alpha exposant n. Les deux termes se ressemblent, mais pour la série de Riemann, l'exposant est constant, et pour la série géométrique, la base est constante. Il ne faut pas non plus les confondre avec les sommes de Riemann, qui elles interviennent lors du calcul approché des intégrales par la méthode des rectangles. Il y a un résultat simple concernant les séries de Riemann. Si alpha est un réel fixé, la série de Riemann de terme général 1 sur n exposant alpha est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. En voici la démonstration. Si alpha est strictement supérieur à 1, on considère la fonction qui a x associe 1 sur x exposant alpha, qui est continue sur R plus étoile et décroissante. On peut donc écrire que la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k exposant alpha est inférieure ou égale à 1 plus l'intégrale de 1 à n de dx sur x exposant alpha. Intégrale qui se calcule très facilement. Et on finit par obtenir que la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k exposant alpha est inférieure ou égale à alpha divisé par alpha moins 1. Ce qui prouve que la suite des sommes partielles est majorée, et comme la série est à terme positif, cette série est convergente. Dans le cas où alpha est inférieur ou égal à 1, le plus simple est d'écrire que pour tout antinaturel non nul, 1 sur n est compris entre 0 et 1 sur n exposant alpha. Comme la série harmonique est divergente, la série de Riemann est divergente. Nous terminons ce paragraphe avec le théorème de comparaison avec une série de Riemann qui découle de tout ce que nous avons vu dans ce paragraphe. Soit U une suite de réels strictement positifs, K un réel non nul, alpha un réel, tel que U indice n soit équivalent à K sur n exposant alpha. Alors la série de termes générale U indice n est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez continuer votre étude des séries numériques en suivant le paragraphe 3 consacré aux séries absolument convergentes. À bientôt sur Objectif Math.